Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau T-Talk, déjà parce que ça faisait très longtemps que je m'étais pas posée et que j'avais pas discuté avec vous, et en plus parce que vous avez de très bonnes questions, assez difficiles je dois l'admettre, c'était pas des questions simples mais elles sont très intéressantes et je vais faire de mon mieux pour essayer de vous aider à travers mes réponses. Première question, j'arrive pas à être heureuse, dès que j'ai atteint un objectif, je veux toujours plus. Et là ce qui doit sûrement se passer c'est que tu te juges, tu te dis que t'es une éternelle insatisfaite, etc. Et c'est ce que j'ai cru pendant bien longtemps. Et en réalité, c'est plusieurs choses. La première, c'est que tu as sûrement plein d'ambitions, mais je pense aussi que c'est normal puisque tout est cyclique et que tout évolue en fait, tout autour de nous est toujours en train d'évoluer. Même une table qui n'est pas un objet animé évolue dans le sens où elle va s'abîmer avec le temps. Donc rien n'est statique. Tout est en perpétuelle évolution. Donc nous, pour nous sentir bien et pour nous sentir dans le flow de la vie, on doit être également en évolution. C'est pour ça que dès qu'on a atteint un objectif, dès qu'on a réalisé quelque chose, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais dans ton message, il y a quelque chose de très fort. Tu dis que tu n'arrives pas à être heureuse parce que dès que tu as atteint un objectif, tu as envie d'aller sur le suivant. Et ça, c'est un petit peu plus délicat parce que ça veut dire que tu es centré sur l'objectif. Et ce dont j'aimerais vous parler pour répondre à cette question, c'est de ne plus vous concentrer sur le produit, mais de vous concentrer sur le process. Les objectifs et les directions, c'est vraiment super parce que ça nous guide vers une voie en particulier. Mais une fois le but atteint, vous allez le savourer quelques instants, quelques jours, quelques semaines, peu importe, et vous allez vous orienter vers un autre objectif encore plus grand parce que l'objectif n'est pas une fin en soi. Il faut absolument réussir à apprécier le chemin qui mène au but. Pourquoi ? Parce que c'est précisément durant le chemin qu'on peut voir notre évolution, qu'on peut voir nos progrès. C'est durant le chemin en fait qu'on se découvre en tant que personne, et puis c'est en appréciant le chemin qu'on arrive davantage à vivre au présent. On se motive, on doute, on se trompe, on recommence parce qu'on n'abandonne pas. En fait c'est tout le travail, il est durant le chemin. Parce que le but atteint, c'est simplement la somme de toutes les petites victoires célébrées durant le processus. Et le fait de te concentrer sur le processus plutôt que sur le but, ça te permet de vivre au présent comme je te le disais, mais surtout d'être heureux maintenant sans attendre d'avoir atteint l'objectif. Concrètement, quand tu es en train de râler parce que tu changes les draps, et attention, je le fais également, j'ai un lit de 180, je râle aussi quand je le fais, mais il faudrait justement apprécier le moment de faire son lit parce que c'est grâce à notre effort, grâce au processus de faire le lit que le soir on a la sensation incroyable de se glisser dans un lit qui est tout frais, tout propre. Et puis on le répète de partout, mais la gratitude ça aide énormément pour être heureux maintenant, à l'instant présent, apprécier les petites choses de la vie, célébrer les petites victoires. Vraiment c'est basique comme discours mais je vous assure que ça change tout. Quand tu arrêtes de te dire que c'est pas fait pour toi et que tu commences vraiment à écouter tout ce que les gourous de la motivation disent sur la gratitude, sur la reconnaissance, sur le fait d'apprécier les petites choses de la vie, de vivre au présent, de remercier pour des trucs aussi bêtes que ah bah j'ai une boisson. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut paraître un peu gnangnan, c'est clair, mais c'est comme tout sans être dans l'abus. Mais si c'est vraiment ancré dans ta routine que tous les jours tu essayes vraiment de retenir les petites choses qui t'ont fait te sentir bien, qui t'ont fait plaisir, et ben ça va t'aider au fil du temps à te sentir plus heureuse, plus sereine et justement à moins attendre d'avoir réussi ton objectif pour te permettre d'être heureuse. Deuxième question, j'ai l'impression de stagner, pourtant je veux évoluer mais je sais pas, je suis bloquée. Ça fait tellement écho à la question à laquelle je viens de répondre. Tu te sens bloquée, tu as l'impression de stagner et ça te rend malheureuse. Pourquoi ? Parce que tout est encore en train d'évoluer autour de nous, tout est une question de rythme. Je vous conseille vivement ma vidéo sur les 7 lois de l'univers, la loi du rythme, la loi de la polarité, enfin tout ça, ça m'a vraiment aidé. S'il vous plaît, allez voir cette vidéo si vous l'avez toujours pas vue. Je sais que la miniature est pas ouf mais je vous assure que le contenu de la vidéo est bien. Donc ouais, on en revient toujours au fait qu'on a besoin de progresser. En fait on a besoin d'évoluer et de voir nos progrès pour se sentir dans le flow de la vie. Tu peux pas t'attendre à des résultats différents en faisant la même chose tous les jours, et ça c'est vraiment une phrase qui m'a marquée. Je sais pas si elle avait été dite de cette manière, mais si tu veux un résultat différent, tu peux pas continuer à faire la même chose, c'est impossible. En fait ça paraît tellement logique mais je sais pas pourquoi ça m'a vraiment impacté. Tout ce qui nous est familier représente notre zone de confort. En fait c'est ce à quoi on se rattache, ce
qu'on connaît bien et donc ce qui nous réconforte. Et pourquoi on le connaît bien, pourquoi ça nous réconforte? Parce que ça change pas trop justement. Par exemple ta petite routine quand tu rentres du travail, que tu te poses sur le canapé, que tu regardes un petit épisode, ce genre de choses, tout ça, ça nous est familier, on connaît très bien, ça fait partie de notre routine, mais on sait tous qu'il n'y a pas grand chose qui évolue là-dedans, étant donné que c'est notre zone de confort. Franchement, c'est super dur de sortir de sa zone de confort. Surtout quand t'es un petit peu introverti, quand c'est pas dans ta nature, que t'es assez réservé, que t'es très réfléchi, etc. Franchement c'est difficile, mais il faut réussir à dépasser toutes les peurs qu'on a. Peur qu'on nous juge, peur de pas y arriver, peur de se tromper, peur de décevoir quelqu'un qu'on aime, peur de se décevoir, même la peur d'avoir peur. Enfin je veux dire, c'est un sentiment humain, on a tous peur, sauf que si vous avez regardé ma vidéo sur les 7 lois de l'univers, vous savez que la peur et l'excitation c'est exactement la même chose à des degrés différents. La joie et la tristesse c'est la même chose à des degrés différents, et il faut juste réussir à faire un petit switch mental pour se dire qu'on peut le faire en fait. Il faut vraiment réussir à se faire confiance pour pouvoir tester quelque chose de nouveau. Et moi ce que je me dis toujours lorsque je veux faire un nouveau truc, c'est que ok, d'autres personnes l'ont fait, alors pourquoi je pourrais pas y arriver? Si d'autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Ils sont pas plus intelligents que toi, c'est simplement qu'ils ont une grande détermination. Et quand tu es déterminé, rien ne t'arrête et tu vas jusqu'au bout. Et même si tu rates, c'est pas grave parce que tu auras toujours l'engouement d'avoir essayé. Et en fait, tu vas pas rester sur ton échec, tu vas faire évoluer l'échec pour faire quelque chose d'autre. Faut vraiment réussir à sortir de sa zone de confort et faire des choses auxquelles on n'a pas l'habitude si on veut des résultats différents. J'arrête pas de me torturer l'esprit et d'imaginer des scénarios horribles. Et j'ai pris cette question parce que j'en avais parlé à un moment sur Instagram et c'est tout à fait normal. Je crois que 90% des gens font ça. En fait, je pense que tout le monde fait ça, sauf qu'il y a des gens qui se l'admettent pas éventuellement. En fait c'est souvent lié à tes peurs les plus profondes. Genre moi par exemple je vais m'imaginer, je suis pas du tout en train de dormir, mais c'est souvent le soir justement avant de m'endormir. Et je pense que c'est un peu tout le monde comme ça, quand t'es un peu fatigué, ton cerveau part dans l'irrationnel. Et par exemple, j'ai imaginé que Poppy se fait renverser. Qu'est-ce que j'ai... La dernière fois, j'ai imaginé qu'il y avait un aigle qui la prenait comme ça et que je pouvais rien faire. Enfin... Et je me dis ok, arrête ce film, tu te fais un film dans ta tête, tu n'es pas en train de rêver, c'est toi qui es en train de construire cette histoire complètement négative. Alors vous voyez, je suis une personne hyper positive, hyper optimiste, mais ça n'a rien à voir avec ça. En fait, je m'étais un peu renseignée sur internet, il n'y avait pas de réponse exacte, mais sur beaucoup de sites j'avais vu qu'en fait c'était ton cerveau qui se prépare au pire scénario pour anticiper ta réaction, pour ne pas être trop choqué et pour pouvoir réagir en mode j'ai déjà vécu l'expérience, tu vois ce que je veux dire? Si c'est le pire truc qui puisse t'arriver, au moins tu l'as déjà vécu et tu as réagi dans un scénario qui était fictif, mais au moins tu as réagi. Et je pense que c'est pour ça. Honnêtement, je pense pas que ça soit pour se faire du mal, parce que l'homme n'a pas pour nature de s'auto-détruire. L'homme détruit plein de choses. Mais on n'est pas programmé pour s'auto-détruire, au contraire on est programmé pour se reproduire. Donc moi je pense que c'est comme de l'instinct de survie, de la préparation, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ces moments là, soit je continue l'histoire jusqu'au bout, parce que je sais pas, à chaque fois que je pense à autre chose, je reviens à cette histoire et tout, et c'est limite incontrôlable. Ce qui marche trop bien, c'est de faire des exercices de respiration, de se concentrer sur sa respiration, parce que tes pensées sont toutes focus sur la manière dont tu respires, dont tu inspires, dont tu expires et tout. Faire un scan corporel, ça fonctionne très bien. Mais je pense que déjà ce qui est rassurant, c'est de savoir qu'on les fait tous, ces rêves éveillés. Toutes les pensées négatives, je pense que c'est lié à l'anticipation. Notre corps perçoit un danger et il va essayer de le mettre en scène pour pouvoir anticiper notre réaction. Mais il y a aussi, ça je le faisais pas mal avant quand j'étais adolescente, des rêves éveillés qui vous mettent en situation de héros, où vous allez aider quelqu'un, où on va vous trouver incroyable, où vous allez réussir des choses surhumaines. Ça apparemment ça s'appelle de la réassurance narcissique, et ça permet de se dire que
oui on en vaut la peine, oui on est une belle personne, oui on est apprécié, etc. Dites-nous également si vous avez vécu ce genre de rêve éveillé où vous sauvez des gens, où vous êtes formidable. Encore une fois c'est tout à fait normal, ça veut pas dire que vous êtes narcissique, c'est encore une fois pour se rassurer. Je pense que tous ces rêves là ça nous rassure par rapport à nos peurs, à certaines angoisses, à notre personnalité, etc. Cependant comme vous le voyez je suis un peu à tâtons, je suis pas du tout professionnelle et j'ai fait pas mal de recherches sur internet, mais encore une fois c'était pas des explications claires. Donc si vous êtes psychologue, si vous avez fait de la psychanalyse ou j'en sais rien, n'hésitez pas à partager plus d'informations sur ces sortes de rêves éveillés parce que c'est limite incontrôlable et ça m'intéresse beaucoup. Mais déjà c'est une super chose que de vous dire pourquoi je suis en train de faire ça, parce que vous prenez conscience de vos pensées et ça pour vous ramener à l'instant présent, il n'y a rien de mieux. C'est félicitez-vous de ça, ne vous jugez pas d'avoir ce genre de pensée. Donc oui, n'hésitez pas à développer dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément d'en apprendre davantage à ce sujet. J'arrive pas à étudier comment faire un environnement sain pour son étude. C'est quel genre d'environnement? Je dois vous avouer que l'environnement joue un rôle énorme sur ma motivation, sur mon bonheur, etc. Je ressens toujours le besoin d'être dans un environnement sain, ordonné et inspirant. Donc quand j'étais à l'école, déjà pour bien étudier, j'avais un carnet pour chaque matière. Le bureau était hyper clean, chaque chose était à sa place parce que quand c'est bien rangé, ordonné et organisé dans l'espace dans lequel tu es censé étudier, bah ça sera beaucoup plus facile pour être ordonné dans ta tête et surtout pour rester concentré, parce que peut-être que tu t'en rends pas compte, mais quand ton bureau est en bazar, ton inconscient lui est en train de travailler et donc inconsciemment tu seras en train de travailler sur le fait que ça c'est pas sa place, ça c'est pas rangé, ça devrait pas être comme ça. Et donc tu peux pas être aussi concentré que tu devrais l'être. Donc déjà tu fais un bon coup de ménage, tu ranges tout, t'organises vraiment dossier par dossier, les crayons tous dans un petit pot, pas étalés partout sur ton bureau. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite tu enlèves de ton environnement les distractions. Donc c'est-à-dire ton téléphone, ou t'enlèves au moins les notifications. Moi ce que j'adore faire, ce qui me permet d'être vraiment concentrée pour travailler, c'est de mettre un timer de 20 minutes. Si vous saviez le nombre de choses qu'on peut faire en 20 minutes, c'est juste dingue. Et comme c'est sur ton téléphone, bah tu peux pas être distraite par une notification, quelque chose, parce que tu vois l'heure qui tourne. Donc ça je vous en ai parlé maintes et maintes fois, mais le timer ça fonctionne trop bien. Et c'est aussi d'étudier dans un espace qui est vraiment dédié aux études. Par exemple, évite d'étudier dans ton lit si t'as du mal à te concentrer, ou dans la cuisine, parce que la cuisine c'est fait pour manger, le lit c'est fait pour dormir. Même si t'es dans un studio, un tout petit appartement, essaie de trouver un coin dans lequel tu vas pas trop pour étudier justement. Parce que c'est vrai qu'après ton cerveau peut faire des confusions, même si t'as l'impression que mais tranquille je peux étudier dans mon lit, etc. Inconsciemment tu vas pas être aussi concentré que si tu t'étais mis à l'endroit dans lequel tu ne fais que travailler. Donc ça voilà, c'est un conseil que je pourrais vous donner par rapport à ta question sur l'environnement pour réussir à avoir un bon environnement pour travailler. Choisir un environnement dédié aux études dans lequel tu ne fais pas autre chose. Et enfin dernière question, je n'arrive plus à me motiver à faire attention à ce que je mange. Comment faire? Knowledge is power. Je vous le dis tout le temps, mais le savoir c'est le pouvoir. Et en fait lorsque j'ai commencé à me renseigner sur le sucre, vous savez que j'ai toujours mangé hyper sainement et tout, mais j'adore le sucre dans le sens où lorsque je commence un paquet de bonbons, je peux le manger en entier, surtout les bonbons qui piquent. Vraiment grâce à ma maman, j'ai toujours été attirée par des choses saines, sauf les bonbons qui piquent. Plus précisément ça, parce qu'il y a plein d'autres choses sucrées dont je peux me passer, mais ça j'adore. Et en fait je me suis renseignée sur le sucre et pourquoi j'étais addict, quel effet ça me faisait. Et en fait c'est justement en faisant toutes ces recherches là et en comprenant comment mon corps fonctionnait, tout le mécanisme qui s'ensuit après la prise du sucre, le phénomène de l'insuline, comment mon corps réagit après. En fait c'est quand j'ai compris les mécanismes que j'ai réussi à me raisonner et me dire ok, mon cerveau réagit comme ça parce que j'ai fait ça à mon corps, donc c'est normal que ce soit cette réaction. Et je sais pas comment vous expliquer, mais en ayant les informations plutôt scientifiques, j'ai réussi à raisonner un comportement qui était irrationnel entre guillemets. En enrichissant mes connaissances, j'ai enrichi aussi mon côté raisonnable. Alors bien sûr que je mange des bonbons qui piquent, etc. Je me fais plaisir, mais je sais ce que je fais en fait. Et si vous voulez arrêter la cigarette par exemple,
on a tendance à se dire oh non non non, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans et tout. Et bien justement, si tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais ce que tu donnes à ton corps. C'est pour ça que c'est trop important de savoir et de se renseigner et de lire des articles, parce que ça permet d'adopter de meilleurs comportements, de prendre de meilleures décisions. Donc quand tu dis j'arrive plus à me motiver à faire attention à ce que je mange, en fait tu serais motivé de toi-même si tu savais ce que l'alimentation saine fait à ton corps ou ce que l'alimentation malsaine fait à ton corps. En fait, ce que tu peux te faire, c'est des séances pratiques entre guillemets, enfin je sais pas, essaie de te faire un challenge, de te dire pendant une semaine je mange super sainement, et tu vas voir de toi-même en fait ton énergie, ta peau, ta motivation, ta productivité, tout commence de l'intérieur. Je vous le répéterai sans arrêt, mais c'est vrai. Tout commence de l'intérieur, de la manière dont tu alimentes ton corps, du temps que tu lui laisses pour se reposer, recharger ses batteries, se reconstruire, de toute l'eau que tu lui donnes, tout commence de l'intérieur, et des pensées également. En réalité, tu ne devrais pas avoir besoin de te motiver pour manger sainement si tu savais à quel point tu te sens bien lorsque tu manges sainement. En plus, l'alimentation c'est assez immédiat. Lorsque tu manges sainement, ne serait-ce que pendant une semaine, tu vois déjà l'évolution sur ton énergie, sur ton mood et tout, tu le vois direct. Documente-toi et puis essaie de faire des expériences pratiques sur toi-même, mais surtout de rester dans l'équilibre, parce qu'en fait le problème c'est qu'on va se dire à partir de maintenant je mange sainement, et tu vas jamais manger un biscuit, tu vas jamais manger une glace. Il faut vraiment réussir à rester dans l'équilibre et continuer à se faire plaisir avec de l'alimentation moins saine mais qui nous donne une récompense immédiate, la dopamine, etc. En fait, c'est pas parce que un soir dans la semaine tu vas manger une glace, ou parce que 2 jours après tu vas manger une pizza, que tu vas pas être saine. En fait, il faut bien se dire quelque chose, c'est que tout ce qu'on fait ponctuellement aura peu ou pas d'impact. Et tout ce qu'on fait régulièrement, c'est ça qui aura le plus grand impact sur nous et qui aura vraiment des résultats. Si tu fais du sport une fois comme ça de temps en temps, ça sert à rien. Alors que si tu fais une plus petite séance, mais 3 fois par semaine, là tu auras vraiment des résultats. Tout ce qui est répété, c'est ce qui aura des conséquences sur toi. Ce qui est ponctuel, c'est pas ce qui est le plus important. Donc c'est pour ça, ne te prive pas de ta pizza, ne te prive pas de ta glace. Tant que tu le fais pas tous les jours, ça n'aura pas d'impact sur... Bah après, le fais pas un jour sur 2 non plus. J'ai bientôt terminé mon petit matchage. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à répondre vous-même aux questions si ça vous dit dans les commentaires, ou à ajouter des choses que j'aurais peut-être oubliées. J'adore quand c'est un réel échange, quand je vois que vous discutez entre vous, etc. Ça me donne vraiment l'impression d'avoir une communauté et pas juste une audience. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram, ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!